Speak, prosodie rate égale, 90%, Cléopâtre. La reine qui a contesté les conventions en épousant son frère. Un acte d'amour, de politique ou une sombre conspiration pour maintenir le pouvoir. Découvrez le secret derrière cette union et la vérité sur son règne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Pensez à Cléopâtre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Probablement des images glamour, une reine séduisante et puissante. Mais qu'est-ce qui est derrière cette image construite au cours des siècles? La réalité de Cléopâtre, cette Philopator, est beaucoup plus complexe, enveloppée de mystères et entourée de légendes qui ont obscurci leur histoire vraie. Et sa vie, son règne et sa mort sont toujours une fascination et un débat parmi les historiens. Beaucoup se souviennent d'elle pour leur relation avec Julio César et Marco Antonio, deux personnages clés de l'histoire de Rome. Mais son histoire commence beaucoup plus tôt, au cœur d'une Égypte adiqueille, un royaume qui a eu du mal à maintenir son indépendance contre le pouvoir croissant de Rome. Cléopâtre était le dernier pharaona d'une dynastie qui est revenue à l'époque d'Alexandre le Grand. Son règne était marqué par des intrigues politiques, des alliances stratégiques et des guerres. Et elle devait naviguer dans un monde complexe, plein de trahisons et de complots, où la survie dépendait de sa ruse et de sa capacité à manipuler ceux qui l'entouraient. Mais, dans quelle mesure connaissons-nous le vrai Cléopâtre? Quel secret garde son histoire? La réalité est que Cléopâtre a gouverné dans une Égypte déjà affaiblie, un royaume à l'ombre de son glorieux passé. Pensez à l'Empire qui était autrefois un géant qui a dominé la Méditerranée, puis imagine son déclin progressif, victime de luttes internes et de la pression de Rome. Et la puissance des pharaons, autrefois absolue, s'estompa, remplacée par des intrigues palatiales et une dépendance croissante à l'égard du pouvoir romain. Les richesses accumulées pendant des siècles ont commencé à rare. Le trésor royal, qui a autrefois ébloui le monde, a été progressivement vidé, dépensé pour des guerres inutiles, des luxes excessifs et des pots de vin à de puissants généraux romains. L'économie, autrefois dynamique, grâce au commerce et à l'agriculture, s'est effondrée, laissant derrière elle une population de plus en plus pauvre et malheureuse. L'armée, une fois formidable, s'était considérablement affaiblie. Et la discipline s'est détendue. La moralité était par les sols et la corruption avait infiltré ses rangs. Les soldats, mal payés et démoralisés, étaient des proies faciles aux intrigues et aux ambitions des généraux ambitieux, qui ont vu à Rome une occasion de monter. L'administration du royaume était devenue inefficace et corrompue. Les responsables royaux, plus préoccupés par leurs propres intérêts que pour le bien-être du peuple, ont été enrichis au détriment du trésor public. Et la justice était sélective, la loi était appliquée arbitrairement et la confiance dans le gouvernement avait complètement disparu. Dans ce contexte de décomposition, Cléopâtre a dû se battre non seulement pour sa propre survie, mais aussi pour celle de son royaume. Mais comment cette dynastie a-t-elle gouverné l'Égypte? Tout a commencé avec Alexandre le Grand, tu te souviens. Sa conquête fulminante de l'Empire perse a laissé un vide de pouvoir, et après sa mort, ses généraux se sont affrontés dans une lutte féroce pour le contrôle de leur vaste territoire. L'un de ses généraux, Ptolémée Soter, a gagné avec l'Égypte un prix convoité pour sa richesse et sa valeur stratégique. Ptolémée, cunin et ambitieux, a fondé la dynastie ptolémaïque, établissant sa capitale à Alexandrie, un centre de culture et d'apprentissage qui a prospéré pendant des siècles. Imaginez une ville pleine de bibliothèques, de musées et d'un imposant phare, attirant des universitaires et des artistes du monde connu. Son règne a marqué le début d'une nouvelle ère en Égypte, bien que très différent de celui des pharaons. Son gouvernement n'était pas exempté de conflits. Bien sûr. Les difficultés internes pour le pouvoir, les intrigues palatiales et les rébellions étaient constantes. Mais Ptolémée et ses successeurs savaient comment maintenir le contrôle de l'Égypte, mélangeant la tradition pharaonique avec la culture grecque, créant une culture hellénistique fascinante et complexe. Ce mélange de cultures serait celui qui définirait les siècles suivants. Prosodie. Speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Après la mort d'Alejandro, vous savez, l'Égypte était entre les mains de l'un de ses généraux. Ptolémée, un homme ambitieux et rusé, qui a rapidement consolidé son pouvoir. Ce n'était pas une tâche facile, il a dû faire face à d'autres généraux qui aspiraient également au contrôle des riches terres égyptiennes. Mais Ptolémée, avec sa fidèle armée et sa capacité politique, a réussi à s'imposer. Imaginez-le. Intrigue palatiale, alliance stratégique, lutte pour le pouvoir dans un contexte d'instabilité après la mort d'un grand conquérant. Il a fondé la dynastie ptolémaïque, une dynastie qui régnerait en Égypte pendant près de 3 siècles. Ptolémée a non seulement craint de maintenir le contrôle militaire, mais a également concentré sur l'administration du pays. Et elle a mis en œuvre des réformes pour stabiliser l'économie et assurer la loyauté de la population égyptienne, en s'adaptant aux coutumes et traditions locales. Une stratégie intelligente pour construire un royaume durable et puissant. Son gouvernement a marqué le début d'une période de paix et de prospérité relative en Égypte, après le chaos des guerres de succession. Ptolémée, connu sous le nom de Soter, qui signifie Salvador, a remporté ce titre grâce à sa capacité à stabiliser le royaume et à poser les fondations d'un avenir prospère. Il est important de se rappeler qu'il n'était pas seulement un conquérant, mais aussi un administrateur capable de construire un héritage durable. Sa capacité à combiner la force militaire avec une politique qualifiée a fait de lui une figure clé de l'histoire de l'Égypte. Mais Ptolémée a non seulement consolidé son pouvoir, tout comme sa dynastie. Après sa mort,
La succession est devenue un jeu de pouvoir, une lutte pour le trône qui a impliqué ses enfants, petits-enfants et autres parents. Imaginez la tension, les intrigues palatiales, les alliances et les trahisons. Chaque héritier a eu du mal à assurer leur place, parfois avec des méthodes, disons, non conventionnelles. Les frères se battent pour la faveur du père, les machines des épouses pour assurer l'avenir de leurs enfants et le peuple égyptien témoin de l'ascension des tensions. Le pouvoir, vous savez, corrompu et en Égypte ptolémaïque, c'était particulièrement vrai. Et la succession n'était pas un simple transfert de pouvoir, mais une lutte pour la survie, une bataille pour le contrôle d'un empire. Les mariages stratégiques, les meurtres politiques et les exilés forcés ont marqué le chemin de la succession. Chaque nouveau roi a hérité non seulement d'un trône, mais aussi d'un réseau complexe d'alliances et d'inimitiés. Ce fut un jeu dangereux, où un mauvais jeu pouvait signifier la perte de tout. Au milieu de tout ce chaos, la figure de Cléopâtre émergea, des années plus tard, héritière de cet héritage de pouvoir et de conflits. Parmi les nombreux fils et filles des Ptoléméos, Cléopâtre s'était devenue une figure exceptionnelle. Son ascension vers le trône n'a pas été facile. Après la mort de son père, Ptolémée XII, le pouvoir est tombé envers ses enfants, Cléopâtre et Ptolémée XIII, qui, selon la coutume, devaient gouverner ensemble en tant que roi et frère. Mais la réalité était beaucoup plus complexe. Une lutte pour le pouvoir était sur le point de commencer. Ptolémée XIII, soutenu par de puissants réalisateurs, a tenté de reléguer Cléopâtre à l'arrière-plan. Vous verrez comment l'ambition et la ruse de Cléopâtre brillaient fortement au milieu des intrigues palatiales. Sa beauté et son intelligence étaient des armes puissantes. Mais il n'était pas suffisant pour assurer leur règne. Elle avait besoin d'alliés et les a trouvés dans les endroits les moins attendus. La situation est devenue instable. La rivalité entre frères est devenue une guerre ouverte. Cléopâtre, avec son intelligence et sa détermination, savait comment naviguer dans les complexités politiques de l'époque. Avec des manœuvres diplomatiques qualifiées et un plan audacieux, il a réussi à récupérer sa position de reine dirigeante d'Égypte. Son ascension vers le trône a été un triomphe contre toutes les probabilités, une démonstration de sa volonté et de sa force rusée. Imaginez le petit Cléopâtre, entouré de luxe et de servitude dans le palais d'Alexandrie. Dès son plus jeune âge, il a respiré un environnement de pouvoir et d'intrigue, observant étroitement les complexités de la politique ptolémaïque. Son éducation était rigoureuse, apprenant à parler plusieurs langues, dominer les arts et la diplomatie, se préparant à un avenir qui était déjà maîtrisé. Ambitieux. Malgré son jeune âge, Cléopâtre a démontré une intelligence exceptionnelle et une soif insatiable pour la connaissance. Elle s'intéressait à l'histoire, à la philosophie et à l'astronomie, des disciplines qui l'ont aidé à comprendre la complexité du monde qui l'entourait et à forger sa propre vision du pouvoir. Prosodie, speak. Prosodie rat égal, 90%. L'ambition de Cléopâtre n'était pas seulement une caractéristique de sa personnalité, mais un besoin de survivre dans un monde dominé par les hommes. Dans le tribunal ptolémaïque, le jeu du pouvoir était impitoyable, et elle a rapidement appris à naviguer entre les alliances, les trahisons et les rivalités. Son enfance l'a modelée, l'a préparée aux batailles qui l'attendaient encore. En Égypte ptolémaïque, le mariage n'était pas seulement une question d'amour. C'était un outil politique crucial. Pour assurer le pouvoir et la stabilité du royaume, les alliances de mariage entre les véritables familles et les dynasties dirigeantes étaient vitales. Considérez-le comme un jeu d'échecs, où chaque mariage était une pièce stratégique sur le tableau. Cléopâtre, de son enfance, était au courant de ce jeu, observant comment les mariages de ses proches ont défini la carte du pouvoir. Sa propre vie était marquée par ses alliances. Le mariage avec un roi étranger était un moyen d'assurer la paix et le soutien militaire. Imaginez la pression qu'il a représentée pour une jeune princesse, visant une destination politique bien avant un romantique. La diplomatie était liée à l'affection, créant un réseau complexe d'intérêts et de loyauté. Ces syndicats n'étaient pas toujours aimants, ils étaient souvent des négociations à froid pour consolider le pouvoir. Le mariage avec son frère, Ptolémée XIII, était un exemple clair de cette pratique politique, une tentative de maintenir l'unité de la dynastie et d'éviter les conflits internes. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour Cléopâtre? Était-ce une reine ou un morceau dans un jeu beaucoup plus grand? N'oubliez pas que dans l'Égypte ptolémaïque, le mariage était un outil politique. Pour vous, le mariage de Cléopâtre avec son frère Ptolémée XIII n'était pas un choix, mais une obligation imposée par les règles complexes de la succession dynastique. Imaginez la pression, le poids d'un royaume entier sur ses jeunes épaules, la nécessité de maintenir la stabilité et le pouvoir contre les intrigues du tribunal. Pensez à la situation. Deux frères, forcés de se joindre au mariage pour légitimer leur règne conjoint. Une union qui, depuis le début, a été marquée par le déséquilibre du pouvoir. Ptolémée XIII, bien que plus jeune, était l'héritier désigné, et Cléopâtre, malgré son intelligence et son ambition, était dans une position subordonnée. Ce mariage n'était pas un conte de fées. C'était une alliance politique, une tentative de maintenir la paix interne et la stabilité du royaume. Un syndicat qui, inévitablement, serait plein de tensions, de rivalité et de lutte pour le pouvoir. Pensez-vous que Cléopâtre a accepté son destin avec démission ou prévu depuis le début comment échapper aux griffes de cette union forcée? Mais ce mariage ne signifiait pas union. Vous savez déjà que Ptolémée XIII, bien que plus jeune, était l'héritier désigné. Son ambition était immense et a vu Cléopâtre, sa sœur et sa femme, comme une menace pour son pouvoir. Dès le début,
La rivalité entre eux était évidente. Ce fut une lutte pour le contrôle du trône, une bataille silencieuse libérée dans les couloirs du palais et dans les cours royales. Cléopâtre, intelligente et ruse, ne s'est pas arrêtée. Il savait que sa position était fragile et qu'il devait gagner le soutien du noble et du général. Alors que Ptolémée XIII s'est appuyé sur ses conseillers, Cléopâtre a cultivé ses propres alliances, tissant des influences qui menaçaient le pouvoir établi de son frère. Le tribunal a été divisé, devenant un champ de bataille d'intrigues et de complots. La lutte pour le pouvoir ne s'est pas limitée aux intrigues palatiales. Les deux frères ont concouru pour le contrôle de l'armée et les ressources du royaume. Chaque victoire, chaque concession, a été une autre étape de son dangereux jeu d'échecs. Vous pouvez imaginer le poids de la couronne sur ses épaules. La pression constante du maintien du pouvoir dans une Égypte divisée est constamment une menace d'instabilité. Ainsi a commencé la guerre civile. Ptolémée XIII, soutenu par l'armée et les puissants conseillers, s'est rapidement déplacé pour consolider son pouvoir. Vous avez vu comment Cléopâtre, avec moins de soutien militaire, a été contraint de fuir Alexandrie. La lutte pour le contrôle de l'Égypte est devenue une carrière brutale contre Cloque, une lutte pour la survie où chaque mouvement était crucial. Imaginez le chaos. Les villes assiégées, les combats de cloches, la population piégée entre deux côtés. Cléopâtre, loin de se rendre, a commencé à rassembler ses propres forces, à la recherche d'alliés et à recruter des soldats fidèles à sa cause. Son intelligence et sa ruse seraient ses armes les plus puissantes dans cette guerre impitoyable. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. La guerre n'a pas seulement été combattue sur le champ de bataille. Et la propagande et les alliances politiques ont joué un rôle fondamental. Cléopâtre, stratège qualifié, savait comment profiter des divisions du côté ptolématique lui-même pour l'affaiblir. Vous verrez comment la lutte pour le pouvoir est devenue un jeu d'échecs mortel, où chaque pièce avait une valeur incalculable. Le sort de l'Égypte pendait à un fil. Et la guerre civile n'était pas seulement une lutte pour la couronne, mais pour l'avenir même du pays. Vous assistez à une époque cruciale, où l'ambition, la trahison et le courage ont été entrelacés dans un réseau complexe d'intrigues et de combats. La survie de Cléopâtre, et avec elle, le sort de l'Égypte, était en jeu. De toute évidence, la situation était chaotique. Vous voyez comment Cléopâtre, fuyant Alexandrie, cherchait désespérément des alliés. Il y avait Rome, un géant endormi qui se frottait déjà les mains face à la possibilité d'intervenir dans l'Égypte riche et stratégique. Pompéio, un général romain vaincu, est arrivé sur la côte de l'Égypte à la recherche d'asile, attendant le soutien de Ptolémée XIII. Mais l'ambition du jeune pharaon, conseillé par ses conseillers, l'a conduit à une décision mortelle. Il a ordonné le meurtre de Pompée. Cette action, une erreur de calcul colossale, a eu des conséquences immédiates. Julio César, le rival de Pompée à Rome, n'allait pas laisser passer cet affront. Et la mort de Pompée était une déclaration de guerre. César, avec son armée, est arrivé en Égypte, non pas comme un allié de Ptolémée XIII, mais en tant que conquérant. Vous avez vu comment l'équilibre des pouvoirs était considérablement enclin à Rome. Cléopâtre, ruse et calculatrice, a vu une opportunité à l'arrivée de César. A eu lieu de faire face à Rome, il a décidé d'utiliser son ingéniosité et sa beauté pour obtenir son soutien. Sa rencontre avec César, une histoire légendaire, a marqué une tournure radicale dans le conflit. Vous voyez comment l'intervention romaine a non seulement modifié la guerre civile égyptienne, mais aussi scellé le sort de l'ancien royaume. Et puis, il est apparu, Julio César. Un nom qui a résonné avec le pouvoir même dans les rues poussiéreuses d'Alexandrie. Vous l'avez vu arriver, non pas comme un sauveur sur un cheval blanc, mais comme une tempête politique, avec son armée en remorque et une ambition excessive qui a éclipsé la splendeur du même Nil. Cléopâtre, acculée et désespérée, a vu en lui son seul espoir, sa dernière lettre pour récupérer son royaume. Sa rencontre a été un jeu de puissance et de séduction, une danse mortelle entre deux esprits brillants. César, habitué à l'intrigue et à la conquête, était fasciné par la beauté et l'intelligence de Cléopâtre. Elle, à son tour, savait comment jouer ses cartes avec maîtrise, utilisant son charme pour convaincre le puissant roman que sa cause était juste. Le soutien de César n'était pas simplement un échantillon de générosité. C'était un investissement stratégique, un article clé dans son jeu politique complexe. Avec le soutien de l'armée romaine, Cléopâtre a pu retourner à Alexandrie, non pas comme un fugitif, mais comme une reine triomphante. César a non seulement rendu son trône, mais a également fait d'elle son allié, une pièce fondamentale dans sa stratégie en Méditerranée. Et sa relation était au-delà de la politique, un mélange d'amour, de commodité et de pouvoir, qui marquerait à jamais l'histoire de l'Égypte et du monde romain. Vous voyez comment une femme, avec ruse et courage, a fait la place parmi les ombres du pouvoir. Il y avait donc, au milieu du chaos d'Alexandrie, et vous, Cléopâtre, l'avez vu pas comme un conquérant brutal, mais comme un homme puissant et charismatique, avec une intelligence qui brillait dans ses yeux. C'était peut-être son aura de pouvoir, peut-être son regard pénétrant, qui vous a attiré. Mais la vérité est que l'alliance avec César n'était pas seulement une question d'attraction physique. C'était une stratégie brillante pour assurer l'avenir de l'Égypte. L'ancien royaume ptolémaïque est décalé, menacé par les ambitions de Rome. Vous, Cléopâtre, vous avez compris que vous aviez besoin d'un allié puissant. Et César était l'homme indiqué. Une alliance stratégique avec le puissant général romain vous a offert une protection,
des ressources et la possibilité de consolider votre règne, de reléguer votre frère à l'arrière-plan. La romance qui est née entre eux était sans aucun doute une composante fondamentale de cette alliance. Mais ce n'était pas une romance. C'était une union calculée. Une stratégie pour assurer le pouvoir et la stabilité de l'Égypte. Le charme de Cléopâtre a captivé César. Mais l'ambition politique était le ciment qui unit ces deux dirigeants différents. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Et puis Césarion est arrivé. Un enfant qui changerait le cours de l'histoire. Sa naissance était un événement explosif. Un symbole de pouvoir et une déclaration claire d'intention de Cléopâtre. J'imagine que pour vous, le voir pour la première fois était un mélange d'amour inconditionnel et d'anxiété profonde. Et elle était le fils de César, un héritier légitime de l'Empire romain. Et son arrivée dans le monde signifiait une nouvelle ère pour l'Égypte, une époque pleine de possibilités, mais aussi de dangers imminents. Mais Césarion n'était pas seulement un héritier, c'était un élément clé dans le jeu politique de Rome et de l'Égypte. Son existence a contesté l'ordre établi, augmentant une menace pour les sénateurs romains qui ont vu un éventuel rival au pouvoir. Pour vous, Cléopâtre, sa survie a été cruciale, une garantie pour l'avenir de l'Égypte et une façon de maintenir votre influence sur la Méditerranée. Vous deviez le protéger à tout prix. Little Césarion est devenu le centre d'un réseau complexe d'intrigues et d'alliances. Son existence même était une provocation, une déclaration de pouvoir et un symbole de la relation entre Cléopâtre et César. Pour vous, il représentait l'espoir d'un avenir meilleur, un avenir où l'Égypte pourrait maintenir son indépendance et sa prospérité. Mais cet espoir a été constamment menacé par les ombres de la politique romaine. Mais la joie de Césarion a disparu avec la nouvelle qui est venue à Alexandrie comme un coup de punale. Julio César était décédé, tué au Sénat romain. Imaginez-vous l'impact sur Cléopâtre. Son amant, son protecteur, l'homme qui lui avait donné un enfant et une place au cœur de l'Empire, assassiné. Son plan ambitieux, pour assurer sa dynastie et l'héritage de son fils, stupéfait. Soudain, Cléopâtre était vulnérable. Sans le soutien de César. Sa position en Égypte s'est affaiblie. Les ennemis, qui étaient auparavant à distance grâce à l'influence romaine, ont maintenant osé lever la tête. La mort de César signifiait la fin d'une ère de stabilité et le début d'une lutte pour le pouvoir à Rome. Une lutte qui la laisserait hors de jeu si elle ne jouait pas ses cartes avec intelligence. Le meurtre de César représentait non seulement une perte personnelle, mais un maître-coup à sa stratégie politique. Son plan pour assurer l'avenir de Césarion, pour le faire héritier de l'Empire romain, a disparu avec le corps sans vie du dictateur. Maintenant, il devait faire face à une nouvelle réalité, où la survie de son fils et sa propre sécurité étaient en danger sérieusement. Comment les eaux perfides de la politique romaine pourraient-elles naviguer sans le soutien de son puissant allié? La mort de César a laissé Cléopâtre vulnérable. Et elle avait besoin d'un nouveau protecteur, quelqu'un avec suffisamment de pouvoir pour la défendre contre les ambitions de ses ennemis à Rome. Que quelqu'un est apparu sous la forme de Marco Antonio, un général romain du grand charisme et de l'ambition, qui était en Égypte après le meurtre de son chef. Antonio, fasciné par la beauté et l'intelligence de Cléopâtre, se sentait rapidement attiré par elle. Contrairement à de nombreux Romains, Antonio n'a pas vu dans Cléopâtre seulement une reine puissante, mais une femme exceptionnelle. Une relation a commencé qui transcenderait le politique, consolidant son pouvoir dans l'Est et protégeant Cléopâtre et son fils, Césarion. Cette alliance a fourni à Cléopâtre la stabilité dont il avait tant besoin. Antonio l'a aidé à maintenir son royaume, à consolider son pouvoir et à protéger son fils, Césarion, en tant qu'héritier légitime. Mais sa relation n'était pas seulement une question de commodité politique. Parmi eux sont sortis un amour passionné, qui remettrait en question les conventions romaines et les intrigues palatiales. L'arrivée de Marco Antonio a marqué un nouveau chapitre de la vie de Cléopâtre. Un chapitre plein de passion, de pouvoir et aussi de danger. Sa relation contesterait les normes de Rome, et les conséquences de cette union audacieuse changeraient à jamais le cours de l'histoire. Ainsi, Marco Antonio, un général romain charismatique et puissant, est apparu. Son arrivée à Alexandrie était un tremblement de terre. Vous savez que Cléopâtre, rusée et séduisante, savait comment profiter de l'occasion. Cela l'a rapidement captivé avec sa beauté, son intelligence et sa personnalité énigmatique. Et la puissante romaine, habituée aux faveurs des femmes, a été promise par la reine égyptienne comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Sa romance était une explosion de la passion, une histoire pleine de luxe et d'excès. Cléopâtre, habituée au pouvoir absolu, a trouvé un homme égal à Antonio, un homme qui l'a compris et admiré. Lui, fasciné par son exotisme et son pouvoir, s'est complètement donné à son amour. Les banquets éblouissants, les parties extravagants et les dons opulents sont devenus le cadre de leur relation passionnée. Au-delà du désir physique, sa connexion a transcendé le purement charnel. Il y avait une complicité intellectuelle, une compréhension mutuelle qui allait au-delà de la passion. Ils ont partagé des stratégies politiques, des rêves de grandeur et une vision commune de l'avenir. Ils se soutenaient mutuellement, construisant une alliance puissante, à la fois dans le domaine politique et sentimental. Mais son amour, aussi intense que ardent, était destiné à être un tourbillon d'émotions, plein de risques et de défis. La société romaine, conservatrice et traditionnelle, n'a pas vu avec de bons yeux la relation entre le puissant général et la reine étrangère. Sa romance, symbole de pouvoir et de passion,
deviendrait le déclencheur d'une guerre qui changerait le cours de l'histoire. Il s'est rapidement promis à son charme et à son pouvoir. Trois enfants sont nés de cette union. Cléopatra Solène II, Alejandro Helio et Ptolomeo Philadelpho. Vous imaginez, non? La naissance de ces enfants était un événement politique de premier ordre. Ils étaient des héritiers potentiels d'un empire qui s'étendait de l'Égypte aux frontières du monde connu. Son arrivée dans le monde a annoncé une nouvelle ère. Une ère de pouvoir partagé entre Rome et l'Égypte. Cléopâtre, toujours calculant, a vu chez ses enfants la clé pour assurer son héritage et l'avenir de l'Égypte. Les petits, bien que nés dans le luxe et l'opulence, étaient destinés à une destination incertaine. Le sort de ces enfants était lié à l'équilibre délicat du pouvoir entre Rome et l'Égypte, un équilibre qui pourrait être rompu à tout moment. Vous pensez, quel avenir ces enfants tiendraient-ils? Alejandro Helio, dont le nom signifie « sol », a été nommé héritier des territoires orientaux de l'Empire. Cléopâtre Solène II, qui signifie « Luna », hériterait du Cyrène. Et Ptolémée Philadelpho, en l'honneur de la tradition ptolémaïque, était destiné à maintenir la vraie ligne d'Égypte. Mais la réalité, comme toujours, s'est avérée beaucoup plus complexe que les plans de Cléopâtre ne pouvaient prévoir. Vous vous demanderez, qu'est-il arrivé à vos plans ambitieux pour vos enfants? Mais le bonheur avec Antonio s'estompa rapidement. Octavio, l'héritier de Julio César, s'est approché avec sa puissante flotte. Imaginez la tension, la peur, l'incertitude dans l'air. La bataille d'Actio, en l'an 31 avant JC, arrivait, une confrontation qui déciderait du sort de Cléopâtre et de son empire. Vous savez que la bataille navale était brutale. Les navires sont entrés en collision, les épées croisées, la mer était teinte en rouge. Et la flotte de Cléopâtre et Antonio, malgré leur grandeur, a été surmontée par la stratégie et le nombre de navires d'Octavio. Une défaite écrasante qui a marqué la fin d'un empire. Après la défaite, Antonio s'est suicidé, laissant Cléopâtre seule avant la fureur implacable d'Octavio. Pensez au désespoir, dans la trahison, à la fin imminente d'une époque d'or. La splendeur de l'Égypte, son pouvoir, sa magie, tout s'est effondré. La bataille d'Actio signifiait non seulement la fin de l'hégémonie romaine d'Antonio et de Cléopâtre, mais aussi le déclin d'une période de splendeur et de richesse en Égypte. Ce fut le début d'un empire, la fin d'un règne légendaire, un chapitre tragique de l'histoire qui a marqué le début d'une nouvelle ère. Après la défaite à Actio, la situation est devenue critique. Vous savez que Cléopâtre, pour assurer sa puissance et sa survie de sa dynastie, avait eu recours à un mariage qui scandaliserait Rome. Rejoindre son frère, Ptolémée XIII. Pour beaucoup, c'était une union incestueuse, une aberration. Mais dans la politique égyptienne complexe, une consanguinité réelle avait des précédents et a servi à maintenir la pureté de la ligne de succession. Pour Cléopâtre, c'était une stratégie de survie, un moyen de consolider son pouvoir contre les menaces externes et internes. N'oubliez pas que les règles de succession en Égypte étaient complexes. Le mariage des frères n'était pas inhabituel parmi les pharaons, une pratique qui, bien que dégoûtante pour les Romains, ressemblait à quelque chose de normal pour assurer la pureté du vrai sang et de la lignée divine. Pour vous, cette union peut sembler terrible, un acte d'inceste. Cependant, il est essentiel de comprendre le contexte culturel et politique de l'époque pour comprendre les motivations de Cléopâtre. Ce n'était pas un acte de passion d'amour, mais une décision politique stratégique. Et à prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Ce mariage, bien que éphémère, a eu d'énormes implications. L'union avec Ptolémée XIII a renforcé sa position de souverain de l'Égypte. Bien que ce mariage n'ait pas duré longtemps. C'était un outil pour maintenir le contrôle, un symbole de puissance et de légitimité à un moment de grande vulnérabilité. Pour Cléopâtre, l'amour était secondaire. La survie de son royaume était la principale chose. L'histoire la jugerait pour ses actions, mais ses décisions ont été façonnées par les circonstances extraordinaires dans lesquelles elle vivait. Vous savez que l'endogamie, le mariage entre les parents voisines, était une pratique courante parmi les vraies familles de l'Égypte ancienne, y compris la dynastie ptolémaïque. On croyait qu'il maintenait la pureté du vrai sang et assurait la continuité de la lignée. Une idée que, de notre point de vue actuel, nous savons que c'était mal. Mais à cette époque, c'était une croyance profondément enracinée. Pour les vraies familles, le mariage n'était pas seulement une union d'amour, mais un outil politique crucial pour maintenir le pouvoir et la stabilité du royaume. Épouser un proche parent, souvent un frère ou une sœur, garantissait que la ligne de succession restait à l'intérieur de la famille et qu'elle n'était pas menacée par des rivaux potentiels. C'était une stratégie de survie, bien que souvent avec des conséquences génétiques dévastatrices. Pensée Y. Le vrai sang était considéré comme sacré, un don divin qui devrait être protégé de toute pollution extérieure. L'endogamie, bien qu'aujourd'hui nous le voyions comme quelque chose de nocif, a été considéré comme un moyen de préserver cette pureté divine et de maintenir le pouvoir au sein de la famille royale. Cette pratique, étendue dans plusieurs dynasties, explique en partie le réseau complexe et souvent déroutant de relations familiales que nous trouvons dans l'histoire des Ptoloméos. Mais pourquoi cette pratique si particulière? Pour la royauté ptolémaïque, le mariage des frères n'était pas simplement une coutume, mais un outil politique crucial. Et il s'agissait de préserver la puissance et la légitimité dynastique. Lorsqu'ils épousent leurs frères et sœurs, les pharaons ont affirmé que le trône resterait à l'intérieur de la famille, évitant les différends internes et consolidant leur lignée. Pensée Y.
Un mariage entre frères signifiait une concentration de pouvoir inégalée. Il n'y avait aucun doute sur la succession, ni des difficultés pour le contrôle du trône. Le sang royal est resté pur, du moins c'est ce qu'il croyait, assurant la continuité de la ligne dynastique, évitant l'entrée de possibles rivaux au pouvoir. C'était une stratégie pour maintenir le contrôle absolu. En plus de la stabilité politique, le mariage incestueux a également servi à légitimer le règne. Épouser un proche parent, en particulier avec un frère ou une sœur, a renforcé l'idée que Pharaon était un descendant direct des dieux, un être divin avec le droit inné au trône. Cette connexion sacrée était vitale pour maintenir l'autorité et le respect du peuple. Mais Cléopâtre n'était pas seulement une reine puissante, elle a également cultivé une image soigneusement élaborée. Pensez à ses portraits. Il apparaît toujours avec une beauté exceptionnelle, reflétant la sophistication et le raffinement de sa coupe. Elle était entourée de luxe, d'art, de culture grecque et égyptienne, créant une atmosphère de grandeur qui l'a soulevée sur une simple royauté. Sa maîtrise de plusieurs langues, dont le grec et l'égyptien, en a fait une figure intellectuellement supérieure, une reine cultivée qui incarnait la fusion des cultures grecques et égyptiennes. Cette image de bourse contrastait avec l'image traditionnelle de la royauté, projetant une image moderne et fascinante. Cléopâtre a compris la puissance de l'image. Non seulement il a été présenté comme une reine puissante, mais aussi comme une figure séduisante et énigmatique. Sa beauté, son intelligence et son domaine de la diplomatie ont fait d'elle une figure emblématique, une image qui a transcendé son temps et a atteint ce jour. Mais comment était la vie en Égypte pendant le règne de Cléopâtre? Imaginez une société complexe et stratifiée, avec une riche tradition religieuse qui imprégnait tous les aspects de la vie quotidienne. Les dieux et les déesses, omniprésents dans les temples majestueux et dans la vie domestique, les croyances et les pratiques des gens moulés. Vous pouvez voir des prêtres faire des rituels, des processions religieuses pleines de couleurs et la vénération profonde pour le Nil, source de vie et de fertilite / prosody / speak. Speak, prosodie, rat égal, 90%. L'agriculture était l'épine dorsale de l'économie. Vous pouvez imaginer les paysans travaillant sur les terres fertiles de la vallée du Nil, cultivant le blé, le lin et d'autres cultures essentielles. Le commerce a prospéré, reliant l'Égypte à d'autres civilisations à travers les routes maritimes et terrestres. Pensez aux biens exotiques qui sont arrivés à Alexandrie, aux grands ports cosmopolites, à un creuset de culture et de langue. La société égyptienne a été organisée en hiérarchie, avec le pharaon au sommet, suivi de la noblesse, des prêtres, des scribes, des artisans et des paysans. La vie quotidienne dépendait en grande partie de la position sociale, mais tout était lié par des croyances religieuses et des pratiques culturelles partagées. Vous pouvez même imaginer un scribe diligent travaillant dans un papyrus, documentant la vie de la cour ou les vrais décrets. Pensez à l'omniprésence des dieux dans la vie quotidienne des Égyptiens. Ce n'était pas une religion séparée de la vie quotidienne, mais elle était intrinsèquement liée à eux. Elle est le point des pharaons, considéré comme un dieu vivant, aux paysans le plus humble. Tous dépendaient de la volonté divine pour la prospérité et la bonne fortune. Chaque décision, chaque action, a été effectuée en considérant la faveur des dieux. Cléopâtre, comme pharaona, a joué un rôle crucial dans cette relation. Elle a non seulement représenté les dieux sur terre, mais aussi son médiateur, chargé de maintenir l'harmonie cosmique et d'assurer la fertilité du Nil, vital pour la survie du peuple égyptien. Les grands temples, les rituels complexes et les célébrations somptueuses étaient essentiels pour maintenir ce lien divin. Les dieux égyptiens n'étaient pas des entités abstraites, mais des êtres avec des personnalités, des faiblesses et des forces. Comme vous et moi. Ils étaient puissants, mais aussi capricieux, et leur faveur pouvait changer rapidement. Par conséquent, le culte était constant, un moyen de les apaiser et d'assurer leur protection. Et la religion était un élément fondamental de l'identité égyptienne, façonnant sa culture et ses croyances. Mais qu'est-ce que Cléopâtre aujourd'hui? Au-delà des légendes et des films, son héritage réside dans l'immense fascination qu'il réveille. Son image, un mélange de puissance et de mystère, perdure au cours des siècles. Vous vous souvenez d'elle comme une reine puissante, rusée et belle, capable de captiver les hommes les plus puissants du monde. Cette image, moulée par l'histoire et la fiction, est son héritage le plus durable. C'est l'écho d'un âge d'or, une époque que vous pouvez maintenant entretenir leurs histoires. Son histoire, pleine d'intrigues politiques passionnées, a inspiré des artistes, des écrivains et des cinéastes depuis des siècles. Chaque nouvelle interprétation de sa vie ajoute une couche de plus à son héritage, perpétuant sa silhouette au fil du temps. Pensez aux innombrables œuvres d'art, aux romans historiques, aux films épiques qui l'ont comme protagoniste. Tous contribuent en quelque sorte à garder leur mémoire en vie. Cléopâtre n'était pas seulement une reine, mais aussi un symbole. Un symbole de pouvoir féminin, de résistance et d'intrigue dans un monde dominé par les hommes. Son image, souvent idéalisée, est devenue une icône culturelle durable, un témoignage de son charisme et de son impact sur l'histoire. Vous pouvez réfléchir à la façon dont son histoire continue de résonner dans la société d'aujourd'hui, inspirant les débats et les nouvelles interprétations. Mais comment Cléopâtre a-t-elle été représentée à travers l'histoire? Vous avez vu d'innombrables images, des monnaies romaines qui l'ont montrée avec des caractéristiques idéalisées, aux peintures de la Renaissance qui l'ont décrit comme un séduisant fatal. Cette image, celle d'une reine puissante et énigmatique, a été façonnée et rénovée au cours des siècles, reflétant parfois les idées et les préjugés de chaque époque.
Pensez à Shakespeare, par exemple. Son travail a immortalisé un Cléopâtre passionné et rusé, bien que peut-être un peu loin de la réalité historique. Le cinéma, quant à lui, a offert des versions très différentes. De la Cléopâtre sensuelle d'Elizabeth Taylor à d'autres interprétations plus proches d'une figure politique complexe. Chaque représentation a contribué à construire le mythe, mais aussi à la déformer. L'art, des sculptures à la peinture, a exploré différentes facettes de sa personnalité. Parfois, elle a été montrée comme une déesse, parfois comme une femme vulnérable. Mais dans toutes les représentations, la fascination pour sa vie énigmatique sous-tend. À quoi ressemblait Cléopâtre? La réponse, peut-être, est dans la complexité de ces différentes images que l'histoire nous a lues. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Mais qui était vraiment Cléopâtre? L'histoire, moulée par les vainqueurs romaines, l'a souvent peinte comme une reine rusée et dangereuse, une reine manipulatrice qui a utilisé sa beauté et son charme pour contrôler les hommes puissants de Rome. Cette image, enregistrée dans notre mémoire collective, la présente comme un méchant, une figure ambitieuse et impitoyable qui a tout sacrifié pour le pouvoir. Cependant, il existe également une autre version de l'histoire. Certains historiens soutiennent que Cléopâtre était un dirigeant intelligent et capable, qui a eu du mal à maintenir l'indépendance de l'Égypte contre la menace romaine croissante. Son règne était une période de splendeur culturelle et artistique, malgré des difficultés politiques. Peut-être que la vision de Cléopâtre en tant que méchant est simplement une construction narrative romaine, un moyen de discréditer une reine puissante qui a osé les défier. La vérité, comme c'est généralement le cas, est probablement à un point intermédiaire. Cléopâtre était une femme complexe, qui agit dans un contexte historique particulièrement difficile. Son héritage est le reflet des contradictions de son temps, des luttes pour le pouvoir et la survie. C'est vous, en tant que spectateur, à qui il correspond à décider quelle image de Cléopâtre vous est la plus convaincante, sur la base des preuves historiques disponibles et de votre propre interprétation des faits. Mais l'image que vous avez de Cléopâtre, d'où vient-elle vraiment? Une grande partie de ce que nous savons, ou nous croyons, est filtrée à travers l'objectif de la littérature et du cinéma. Shakespeare, par exemple, l'a immortalisée dans son travail, la présentant comme une reine complexe, capable d'amour et de trahison, de ruse et de vulnérabilité. Sa représentation, bien que dramatisée, a profondément influencé la perception populaire du pharaonat. Depuis lors, d'innombrables films ont repris la figure de Cléopâtre, offrant des versions diverses et souvent contradictoires. Certains le montrent comme un séduisant irrésistible, capable de manipuler les hommes les plus puissants du monde. D'autres, en revanche, le décrivent comme une victime de circonstances, une femme de chasse piégée dans un réseau d'intrigues politiques. Chaque interprétation, naturellement, reflète le temps où il a été créé. Il est fascinant de voir comment l'image de Cléopâtre a évolué au fil du temps, s'adaptant aux sensibilités et aux valeurs de chaque époque. Ces représentations, bien que souvent éloignées de la réalité historique, nous parlent davantage des sociétés elles-mêmes qui les ont créées. À propos de Cléopâtre elle-même, ils réfléchissent à nos propres désirs, peurs et fantasmes, en projetant nos propres idées sur le pouvoir, l'amour et l'ambition. Shakespeare et d'autres auteurs ont peint un Cléopâtre séduisant et rusé, capable de tout pour le pouvoir. Mais qu'est-ce qui est vraiment dans l'histoire de votre mariage avec vos frères? L'image d'une reine qui épouse ses frères pour maintenir le pouvoir est un mythe très répandu, bien que la réalité soit plus complexe. En fait, les mariages frères étaient communs dans la royauté ptolémaïque, une pratique qui cherchait à maintenir la pureté du vrai sang et l'unité du royaume. Cléopâtre a épousé Ptolémée XIII, son frère cadet, selon la tradition ptolémaïque. C'était une union politique, plus qu'un échantillon d'affection romantique. N'oubliez pas que l'objectif principal était d'assurer la stabilité politique du royaume et de maintenir une vraie lignée. Ce n'était pas une question d'amour, mais de survie politique pour les deux. Après la mort de Ptolémée XIII, Cléopâtre a épousé son jeune frère, Ptolémée XIV. Une autre union politique, motivée par la nécessité de maintenir le contrôle et la légitimité de son règne. Ces mariages dynastiques, bien que nous semblions étranges aujourd'hui, étaient la norme dans ce contexte historique. Il ne les considérait pas comme quelque chose d'immoral, mais comme une stratégie politique cruciale. Par conséquent, l'idée d'un mariage incestueux basé sur l'amour ou le désir est une interprétation moderne qui ne se conforme pas aux normes sociales et politiques de l'époque. Comprendre le contexte historique est essentiel pour éviter de tomber dans les mythes et les préjugés qui ont déformé l'image de Cléopâtre au cours des siècles. Sa vie était beaucoup plus complexe qu'ils ne nous l'ont dit. Mais que s'est-il vraiment passé? La vérité est beaucoup plus complexe qu'une simple histoire de séduction. En Égypte ptolémaïque, les règles de succession dynastique étaient flexibles. Disons. Les alliances de mariage, même incestueuses, semblaient un moyen de maintenir le pouvoir au sein de la famille royale et d'éviter les différends sur le trône. Pour vous, cela peut sembler scandaleux, mais c'était une pratique courante à ce moment-là. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie rat égale 90%. Cléopâtre n'a pas fait exception. Ses mariages avec ses frères, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV, n'étaient pas des caprices d'une reine ambitieuse, mais d'une stratégie politique pour assurer sa position et sa stabilité du royaume. Considérez-le comme un moyen de s'assurer que la ligne de succession est restée au sein de la famille, en évitant les guerres civiles et la fragmentation de l'empire. Ces syndicats,
bien que considérés comme incestueux par nos normes modernes, étaient considérés comme complètement normaux dans la culture égyptienne de l'époque. N'oubliez pas que les idées sur la famille et le mariage ont beaucoup évolué à travers l'histoire. Ce que nous considérons aujourd'hui moralement inacceptable, dans le passé, cela pourrait être une pratique habituelle, voire nécessaire pour le maintien de l'ordre social et politique. Pensez aux coutumes égyptiennes de l'époque. Pour eux, le vrai mariage n'était pas seulement une union entre deux personnes, mais une union sacrée, vitale pour la stabilité du royaume et la continuité de la lignée divine des pharaons. Le pharaon était considéré comme un dieu réel et sa femme, un époux divin, donc son union était bien plus qu'un simple contrat social. Les mariages entre frères, bien que cela vous semble étrange, n'étaient pas inhabituels dans la royauté égyptienne. On croyait qu'ils maintenaient la pureté du vrai sang et le lien direct avec les dieux. Et elle n'était pas considérée comme un tabou, mais comme une pratique qui garantissait la puissance et la stabilité du pharaon. N'oubliez pas que la religion a joué un rôle crucial dans la vie des Égyptiens. Les pharaons étaient considérés comme des intermédiaires entre les dieux et le peuple, et leur mariage était profondément lié aux rituels et croyances religieux. L'union entre Cléopâtre et son frère était donc une question de politique, de religion et de survie dynastique. Ainsi, bien que de notre point de vue actuel, cela peut sembler scandaleux, le mariage de Cléopâtre avec son frère était profondément enraciné dans les croyances et pratiques sociales et religieuses de l'Égypte ptolémaïque. C'était une stratégie politique pour assurer la stabilité du royaume et la continuité de sa dynastie, pas simplement un caprice personnel. Imaginez Cléopâtre, une femme qui a navigué entre deux mondes. D'une part, la tradition pharaonique, avec ses dieux, ses rites et le lourd fardeau de la royauté. De l'autre, la culture grecque, avec sa philosophie, son art et ses ambitions politiques. Elle était l'héritière d'une longue lignée de pharaons, mais aussi une femme éduquée dans la culture hellénistique, capable de parler plusieurs langues et de se développer facilement dans la cour sophistiquée d'Alexandrie. Cette dualité s'est reflétée dans sa manière de gouverner. Elle connaissait parfaitement les coutumes égyptiennes, les respectait et les utilisait en sa faveur. Mais en même temps, il a introduit des éléments grecs en administration et en vie publique. Son image a été moulée en fonction du besoin, se présentant comme un pharaon puissant et divin devant ses sujets égyptiens, et comme une reine cultivée et raffinée devant les ambassadeurs et dignitaires étrangers. Sa capacité à évoluer la facilité dans les deux mondes lui a permis de forger des alliances stratégiques, de manipuler ses ennemis et de garantir sa survie à un moment crucial pour l'Égypte. Cléopâtre était un stratège politique exceptionnel, conscient que son pouvoir dépendait de sa capacité à négocier et à s'adapter aux circonstances changeantes de l'Empire. Un empire qui a échaussé entre la tradition et la modernité. Son domaine du grec et de l'égyptien, sa connaissance de la culture et de la politique, a fait d'elle une figure unique et incomparable de l'histoire. Pensez à votre héritage, non ? Cléopâtre n'était pas seulement une reine de plus. Son règne, bien que court, a marqué un tournant de l'histoire. Sa relation avec Julio César, puis avec Marco Antonio, a changé le cours de l'Empire romain, portant l'influence égyptienne à Rome et au-delà. Imaginez l'impact de cette union, le choc des cultures, les stratégies politiques qui ont été tissées dans ce creuset. Sa romance avec César a amené l'Égypte une époque de prospérité et de stabilité. Mais il a également semé les graines de la future défaite, en impliquant le pays dans les complexités de la politique romaine. Cette connexion, bien que pleine de passion et de puissance, était une épée à double édition, ne pensez-vous pas? Et sa relation avec Antonio, une histoire d'amour et de guerre. L'alliance entre l'Égypte et Rome, forgée sous son règne, a modifié l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. Ses décisions politiques, leurs alliances stratégiques, ont eu des conséquences qui ont résonné pendant des siècles. Son image, sa légende, est devenue un symbole de pouvoir et de séduction. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais qu'est-ce que Cléopâtre aujourd'hui? Au-delà des films et des livres, son héritage réside dans la fascination qu'il réveille. Vous êtes ici vous-même, en regardant cette vidéo, intéressé par votre vie, par ses mystères, dans son impact. C'est en soi un témoignage de son influence durable. Son histoire, avec ses lumières et ses ombres, continue de résonner des siècles plus tard. L'image d'une reine puissante, enveloppée dans l'intrigue et la romance, perdure dans l'imaginaire collectif. Son mariage avec son frère, bien que scandaleux pour nos normes modernes, était une pratique courante à l'époque ptolémaïque. C'était une stratégie politique pour maintenir le pouvoir au sein de la famille royale. Une décision qui, bien qu'aujourd'hui, nous le jugeons avec une perspective différente, a été une partie intrinsèque de sa vie et de son règne, en modelant son destin et les décisions qu'il a prises plus tard. N'oubliez pas que Cléopâtre n'était pas seulement une figure historique, c'était une femme qui naviguait sur les complexités du pouvoir, de l'amour et de la politique dans une époque turbulente. Son histoire, avec ses controverses et ses réalisations, reste un sujet de débat et de fascination. Son héritage ne se limite pas à son règne, mais à la façon dont sa vie, si pleine de drames et de mystères, continue de captiver notre imagination. Alors, vous êtes-vous déjà demandé si Cléopâtre a vraiment épousé son frère? La réponse, bien qu'elle semble incroyable, est oui. En Égypte ptolémaïque, les syndicats entre frères étaient courants pour maintenir le pouvoir au sein de la dynastie. C'était une pratique politique, pas un caprice personnel. Et bien qu'elle semble dégoûtante aujourd'hui, dans son contexte historique, c'était une stratégie pour préserver la pureté de la ligne de succession.
Mais qu'en est-il des rumeurs d'inceste? Était-ce juste une stratégie politique ou y avait-il autre chose? La vérité est que la vie privée de Cléopâtre est toujours un mystère. Les sources historiques sont limitées et souvent biaisées. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude le niveau d'affection ou de répulsion qu'il ressentait envers ses frères marides. Et la question de l'héritage, comment ce mariage a-t-il affecté votre image et votre règne? Sans aucun doute, les alliances de mariage avec ses frères lui ont permis de consolider son pouvoir, bien qu'ils l'ont également transformé en une figure controversée, même en son temps. Son image, au cours des siècles, a oscillé entre la séduction et la cruauté. Bref, le mystère de Cléopâtre persiste. Bien que nous sachions qu'il a épousé ses frères, la vraie nature de ces relations reste enveloppée dans le brouillard du temps. Ce qui est clair, c'est que leur décision de mariage était essentielle à leur survie et à leur règne, bien que nous soyons étranges ou même répugnants aujourd'hui. Mais comment savons-nous tout cela? L'histoire de Cléopâtre n'est pas basée sur des légendes simples, mais sur une étude minutieuse des sources anciennes. Imaginez les historiens examinant les papyraux portés par le temps, le déchiffrement des hiéroglyphes et l'analyse des textes grecs et romains. Ces sources primaires, écrites par des contemporains ou des personnes qui vivaient relativement proches, sont à la base de nos connaissances. Plutarque, par exemple, dans leur vie parallèle, offre une vision fascinante, bien que parfois biaisée, de Cléopâtre. Ses descriptions, bien que teintes par la perspective romaine, nous donnent une idée de sa personnalité et de ses actions. N'oubliez pas qu'il a écrit d'un point de vue extérieur au pouvoir ptolémaïque, qui influence son histoire. En plus de Plutarque, d'autres auteurs romains, comme Appiano et Dodoro Sicle, contribuent leur propre perspective. Ces écrits, bien que parfois contradictoires, nous aident à construire une image plus complète. Bien que complexe de la vie de la reine. Il est important de considérer le contexte historique et les motivations possibles de chaque auteur lors de l'interprétation de leurs œuvres. Par conséquent, la compréhension de la vie de Cléopâtre dépend d'une analyse critique de plusieurs sources, en comparant et en contrastant les informations pour reconstruire son histoire. Ce n'est pas une tâche facile. Mais grâce au travail des historiens et des égyptologues, nous pouvons aborder la vérité sur cette figure emblématique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à des histoires plus fascinantes. Que pensez-vous du sort de Cléopâtre? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie Speak.